Rebonjour à tous, il est 4h05. Je vous propose qu'on reprenne. Je vais juste très, très brièvement présenter la table ronde pour ensuite céder la parole à M. Martin Descarreaux. Donc, cette table ronde sera animée par le professeur Martin Descarreaux, qui provient du département des sciences de l'activité physique de l'UQTR. Il est également co-directeur du groupe de recherche sur les affections neuromusculo-squelettiques. J'ai réussi à le dire du premier coup, je suis content. Et directeur adjoint du réseau intersectoriel de recherche en santé de l'Université du Québec. Il est entre autres connu pour ses travaux novateurs sur le contrôle neuromusculaire du tronc et les mécanismes qui sous-tendent les effets de la manipulation vertébrale. Monsieur Descarreaux, je vous cède maintenant la parole. Merci Mathieu. Merci au comité organisateur de nous avoir invités, moi et mes collègues du RÉSUC. Je vais tout de suite partager mon écran. Voilà. J'espère que tout le monde voit la même chose que moi. Oui, tout va bien. C'est confirmé. Donc, bienvenue à tout le monde à cette table ronde qui va porter sur les défis relatifs à la gestion des données de recherche dans le secteur de la santé au Québec. Et je dirais même plus dans le contexte des universités de l'UQ, université où il n'y a pas de faculté de médecine, et vous verrez, ça peut mener à des enjeux et des défis supplémentaires en matière de gestion et d'échange de données. Donc aujourd'hui, on vous propose une table ronde qui va se dérouler de la façon suivante. D'abord, 4 courtes présentations, et on vous promet que ce sera court, où on va soulever plusieurs questions, vous proposer très peu de réponses, et on espère solliciter vos réflexions et vos commentaires pour la deuxième partie, là, qui sera vraiment une table ronde sous forme de discussion. Vous pouvez évidemment nous écrire vos questions dans le chat, mais je vous encourage à poser vos questions de vive voix pour susciter la discussion. Et peut-être, si vous souhaitez cibler un panéliste en particulier, nous l'indiquer, ou si ça s'adresse à l'ensemble des intervenants, aussi nous le dire. On pourra partager chacun nos opinions qui seront probablement contradictoires. Donc, je vous présente nos 3 panélistes aujourd'hui. D'abord, Louis-David Beaulieu, professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi, directeur de l'Axe Mouvement et Habitudes de vie du RÉSUC, qui va nous entretenir sur la recherche clinique, la recherche dans les cliniques universitaires. Ensuite, Cathy Vaillancourt de l'INRS, Cathy est la directrice du RÉSUC, nous parlera des biobanques et de la recherche sur les tissus humains. Et enfin, la vedette du jour, celle que tout le monde attend, Marie-Claude Lehoux, qui, elle, va nous parler de la recherche clinique au sein des CIUS et de tous les processus auxquels sont soumis les chercheurs qui souhaitent collaborer avec les CIUS. Mais je dois d'abord mettre la table à ces 3 excellents panélistes, pour ces 3 excellents panélistes. Et je dois vous avouer, quand on m'a demandé initialement de participer à ce colloque sur la gestion des données de recherche, j'ai eu un très grand sentiment d'imposture. Je me suis posé la question, est-ce que j'ai manqué quelque chose? Est-ce que j'agis correctement dans la gestion de mes données? Est-ce qu'il y a des informations que je devrais savoir que je ne sais pas? Et la réponse a été oui à toutes ces questions. Et je me suis rapidement tourné vers mes collègues du RÉSUC pour leur demander s'ils voulaient venir partager avec moi leurs réflexions sur la question des données de recherche en santé et en recherche clinique. Donc aujourd'hui, je vous propose, pour mettre la table, 4 petits défis rencontrés au quotidien par les chercheurs dans la pratique de la recherche clinique, de la recherche avec les êtres humains, mais aussi des biobanques et la recherche avec les tissus humains. 4 petits défis qu'on va illustrer par des exemples très, très concrets, et vous pourrez ajouter les vôtres au cours de la période de discussion. Donc, le premier défi, c'est celui de la protection des données versus l'accessibilité aux données. Évidemment, d'un côté, les politiques d'éthique, celles de vos universités respectives, mais la politique plus large, le PTC2, l'énoncé de politique des 3 conseils. Et de l'autre côté, les pratiques communes ou les exigences des revues biomédicales. Donc,
À gauche, vous voyez ce que le PTC nous suggère. Donc, les chercheurs doivent fournir au CER des précisions sur les mesures de protection prévues pour le cycle de vie complet des renseignements qui comprend la collecte, l'utilisation, la diffusion, la conservation et l'élimination des renseignements. On a tous dans nos universités des pratiques, des coutumes en éthique, des coutumes qui peuvent varier d'un comité à l'autre, mais par exemple, chez nous à l'UQTR, la coutume est de proposer une conservation des données pour 5 ans. Je sais qu'à l'UQAC, Louis-David m'a parlé de 7 ans. Mais dès qu'on dépasse ces délais-là, généralement, on a besoin d'une justification étoffée, élaborée, et on a droit à quelques échanges avec le comité d'éthique, ce qui est tout à fait naturel, bien sûr. Mais quand on compare les exigences proposées par le comité international des éditeurs de revues aux pratiques courantes dans les universités, du moins celles que je connais au Québec, on se rend compte qu'il y a quand même un écart assez important puisque les revues dites médicales suggèrent de conserver au minimum pendant 10 ans les données pour éventuellement les rendre accessibles. Donc, évidemment, il y a des façons de réconcilier ces deux exigences-là, mais c'est quand même des défis qu'on rencontre au quotidien en recherche biomédicale. Le deuxième défi, c'est celui du rôle de clinicien versus le rôle de chercheur, puisque plusieurs d'entre nous sommes des cliniciens-chercheurs, donc à la fois formés pour voir, recevoir, traiter des patients et formés à la recherche. Donc, on est appelé à jouer un double rôle qui est bien identifié dans l'énoncé de politique des 3 conseils, où on propose aux chercheurs de bien distinguer son rôle de chercheur et son rôle de clinicien quand il interagit avec des patients et ou des participants de recherche. Et on insiste beaucoup sur ce qu'on appelle la méprise thérapeutique, c'est-à-dire de proposer ou de mettre une pression involontaire là, aux participants en leur faisant miroiter, par exemple, des résultats cliniques. C'est un exemple de méprise thérapeutique. Par contre, le PTC2, à ma connaissance, est presque muet sur la gestion des données cliniques. Et dans notre quotidien de chercheur, par exemple, dans mon cas, je fais affaire souvent avec des patients aux prises avec des douleurs importantes. Bien, on est appelé à mélanger les deux rôles et à avoir à gérer des données qui parfois nous sont accessibles comme cliniciens, parfois comme chercheurs, et c'est à peu près impossible dans la pratique quotidienne de séparer complètement et d'ignorer certains faits cliniques dans la gestion clinique d'un patient ou dans l'interprétation de nos données de recherche. Donc, théoriquement, évidemment, on peut séparer les rôles. Au quotidien, dans la pratique, c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, Louis-David nous parlera plus longuement de cette interaction-là dans les cliniques universitaires. Troisième exemple, c'est celui de la confidentialité et de la transparence. Évidemment, tous les chercheurs qui œuvrent dans le domaine de la recherche clinique sont parfaitement conscients des normes de confidentialité et de l'importance qu'y accordent les comités d'éthique au Québec et au Canada et probablement partout dans le monde. Donc, on a élevé au premier rang la notion de confidentialité. C'est une des notions les plus importantes en éthique. Et quand certaines revues scientifiques nous demandent, par exemple, de rendre accessibles nos données brutes, eh bien, c'est pour le chercheur, ma foi, minimalement très confrontant. Et je dirais même parfois, on a l'impression de briser le contrat moral qu'on a signé avec le participant lors de la signature du consentement éclairé. Et au fil des ans, je dirais depuis presque 20 ans, on a vu ce mouvement vers la transparence et l'accessibilité des données, ce qui fait qu'aujourd'hui, une recherche clinique est répertoriée dans des sites qui répertorient les protocoles cliniques. On doit ou on peut publier nos données de façon préliminaire comme pré-publication. On enregistre les essais cliniques. On doit rendre accessibles les données. Et ça mène à un phénomène
que moi j'appelle le cumul de la transparence, c'est qu'à force de donner beaucoup d'informations à beaucoup d'endroits, ben, on finira éventuellement par identifier des personnes ou des participants, même si on n'a pas transmis d'informations identificatoires. On peut penser à des pathologies plus rares, à toutes les informations sur les lieux, les périodes, les conditions particulières qu'on nous demande maintenant d'indiquer clairement dans nos publications. Tout cela, c'est théorique, mais pourrait mener éventuellement à l'identification de participants. Le dernier exemple, c'est à la fois le plus simple, mais celui auquel on est confronté de façon quotidienne. C'est le rôle de formateur ou la formation versus les responsabilités du chercheur. On agit tous comme directeur et comme superviseur de recherche. Nous visons tous l'autonomie de nos étudiants à la maîtrise et au doctorat. Et pour atteindre cette autonomie-là, on confie à nos étudiants des rôles, des missions, des défis qui nous amènent à avoir des échanges sur des données, des informations. On leur permet de garder des données sur leurs ordinateurs. On fait des analyses en Zoom, en partageant des fichiers. Et au quotidien, on fait probablement des petites entorses à ce qui serait une bonne gestion des données de recherche, mais c'est la réalité des chercheurs qui ont parfois 10, 15 étudiants au cycle supérieur avec eux. Donc, il m'est venu une réflexion tout au long de ma préparation, puisque j'ai été longtemps sur le comité d'éthique de la recherche avec les êtres humains à l'UQTR. On avait et on a toujours cette notion d'analyse proportionnelle. Donc, une demande qui est à plus haut risque va demander un examen plus minutieux en termes éthiques. Ben, je propose qu'on ait peut-être éventuellement la même approche pour la gestion des données de recherche à haut risque. On exige des plans plus exhaustifs et à petit risque, on est un peu moins exigeant sur les plans de gestion de données. Mais ce n'est qu'une proposition, bien évidemment. Je vais donc céder la parole à mon collègue Louis-David qui, lui, va entrer dans le sujet très délicat de la recherche au sein des cliniques universitaires. Merci Martin, puis merci de l'invitation tout le monde, puis aussi de l'occasion de me permettre de remettre mes chemises depuis la pandémie. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance de vous parler en fait de l'état en fait de la recherche dans les cliniques universitaires du réseau UQ. Martin, c'est toi qui dirige le PowerPoint, donc tu veux qu'on fonctionne comment? Je te fais un signe, un pouce quand tu peux changer. Tu peux changer. Donc, voici la cartographie, en fait, des cliniques universitaires qui sont situées dans les établissements de l'UQ. Donc, on a 10 établissements. Puis ça tombait bien parce que toutes les cliniques universitaires, en fait, sont placées sur la colonne d'en haut. Donc, l'UQAM, l'UQTR, l'UQAC, l'UQAR et l'UQO. Ça ne veut pas dire que les autres en bas, en fait, surtout, je pense à l'UQAT, qui pourrait probablement aussi avoir l'intention de développer des cliniques. Mais il y a certaines particularités dans les autres, entre autres des universités qui sont un petit peu plus sur la formation à distance, qui se porteraient peut-être un peu moins à développer des cliniques universitaires. Donc, actuellement, on a 15 cliniques universitaires dans le réseau UQ. Puis c'est important de faire la distinction entre cliniques universitaires et cliniques dans une université, parce qu'il y a toutes sortes de cliniques de physiothérapie qui sont des cliniques privées, par exemple, ou autres. La physiothérapie, c'est un exemple vu que c'est mon programme, mais il y a d'autres cliniques qui sont des cliniques privées qui fonctionnent à l'intérieur d'une université, mais qui n'ont pas la mission universitaire, donc qui n'est pas dans l'enseignement, dans la recherche et dans les services aux collectivités. Donc, ici, le mapping nous montre qu'il y en a 15 actuellement qui sont dans des domaines assez variés. Là, vous voyez listés dans le carré à gauche. Puis, il y a des cliniques qui sont en développement. Il y en a eu une, entre autres, chez nous, à l'UQAC, en sciences infirmières, qui est en développement. Ça avance très bien. Puis, on a une multiclinique qui est sur les tapis de discussion à l'UQAR. Donc, c'est une polyclinique, je pense, en kin, sciences infirmières et médecine. Tu peux changer, Martin. Merci. Je vous parle aujourd'hui, en fait, d'un processus de table ronde qu'on a entamé, Andréane Parent et moi-même. On est co-responsables de l'axe mouvement et habitudes de vie du RISUC. D'ailleurs, je salue les collègues du RISUC qui sont là aujourd'hui.
On a fait une première table ronde en décembre sur l'état de la recherche dans nos cliniques. Puis, on vient tout juste, en fait, de compléter une deuxième table ronde la semaine passée. Donc, j'ai quelques petits trucs à ajouter, mais la plupart des informations que je vous donne aujourd'hui est issue de notre première table ronde qui avait quand même 15 participants qui provenaient de 4 établissements. Et j'ai recueilli plusieurs informations sur les enjeux, entre autres les barrières. Puis, je vais me concentrer aujourd'hui sur l'aspect surtout des données, vu que c'est ça l'intérêt du colloque. Tu peux changer, Martin? OK. Donc, rapidement, dans les premières questions qu'on a posées dans ces tables rondes-là, d'un, est-ce qu'il y a de la recherche dans vos cliniques? Donc, oui, comme vous pouvez le voir à gauche, la plupart font de près ou de loin une recherche qui va varier en différents axes. On a réussi à identifier 4 façons de faire différentes de la recherche dans les cliniques universitaires. C'est le schéma qui est à votre droite. Ici, vous avez donc une recherche qu'on dit externe en bleu, qui est la majorité des activités qui se passent actuellement dans nos cliniques. Une recherche qu'on dit ensuite interne en blanc, dans les stages ou dans les cours, puis des bases de données qui sont disponibles déjà ou qui sont en développement. Donc, si tu peux changer, Martin, je vais détailler un peu plus chacun de ces 4 types-là. Donc, en bleu, les activités qu'on dit externes à la clinique universitaire, c'est des activités qui sont complètement indépendantes des soins et des activités de la clinique. Donc, c'est l'utilisation, par exemple, d'infrastructures, mais en dehors de la vie de la clinique. Ensuite, en orange, on a des projets de recherche qui seraient carrément intégrés aux soins de la clinique elle-même. En vert, on aurait une activité qu'on dirait externe aux soins, mais qui est dans la vie de la clinique. Puis en noir, la formation de base de données. Tu peux changer. Super. Donc, un petit peu plus de détails sur la manière de faire un projet de recherche de type externe dans les cliniques, qui est, comme je le rappelle, la majorité de ce qui se fait actuellement. Donc, on le voit ici dans les différentes options qui s'offrent aux chercheurs quand ils s'intéressent à établir des projets de recherche. Ça peut être de faire carrément un projet qui utilise l'infrastructure en dehors des soins, donc en dehors des heures de stage ou des heures de soins cliniques offerts. On pourrait aussi utiliser les personnes qui sont en salle d'attente, qui n'ont pas encore été admis dans la clinique, mais qui est patiente pour recevoir leurs services, pour leur faire passer des questionnaires, des tests, etc. On pourrait afficher des publicités de recrutement aussi pour nos propres projets de recherche. On peut leur faire signer une entente pour être contactés dans le futur pour un projet. Donc, c'est les différentes options qui s'offrent aux chercheurs actuellement. Un enjeu important, tu peux peut-être rester, oui, merci. Un enjeu lié à la gestion des données ici, dans ce genre d'activité-là, c'est entre autres, je vais vous donner un exemple concret qui nous est arrivé ici. Si on utilise l'infrastructure de la clinique universitaire, disons un équipement spécialisé, ici on a des différents équipements de recherche et de clinique qui servent finalement au stage et qui servent à nos projets de recherche. Puis il y a certains équipements qui ont besoin d'être calibrés ou d'être setupés de manière méticuleuse pour un projet de recherche et pour l'utilisation dans le courant de la clinique. Donc, une complexité qui vient en fait dans ce partage en fait des ressources, c'est quel est notre contrôle sur la calibration, entre autres, des équipements. Si moi, j'ai un projet de recherche qui doit se faire en dehors des heures de la clinique, je ne sais pas comment les étudiants, les stagiaires ont utilisé l'équipement pendant la journée. Est-ce qu'ils ont tout défait le setup? Est-ce qu'ils ont décalibré la machine? Des fois, ça prend des techniciens spécialisés qui doivent venir pour recalibrer. Donc, ça, c'est le genre d'enjeu qui peut survenir par la gestion donc, au quotidien, cet échange-là entre la recherche qui se fait en externe et la vie de la clinique. Là, tu peux y aller. Super. Dans une recherche qu'on dirait intégrée aux soins de la clinique directement. Donc, on a carrément des mesures et peut-être même des interventions qui nous intéressent si on veut voir leur efficacité. On prend des mesures avant, on prend des mesures pendant, on prend des mesures après. Une des questions importantes, des enjeux ici qui est claire, en fait, c'est sur la qualité des données elles-mêmes. Donc, on se demande qui fait les mesures, qui fait les interventions. Est-ce que c'est les stagiaires sous la supervision des superviseurs ou des professeurs cliniciens qui sont sur place? Donc, c'est un enjeu important pour la qualité des données scientifiques parce que est-ce qu'on a un suivi très serré de ce qui se passe au quotidien dans la prise de données? Est-ce qu'on est capable ensuite d'avoir confiance que les données qui vont ressortir du projet sont fiables d'un point de vue scientifique, autant que si on l'avait fait dans notre laboratoire sous le contrôle de nos propres étudiants? Tu peux y aller.
Pour ce qui est de le troisième axe de recherche, une recherche qu'on dirait externe aux soins, mais intégrée dans la vie de la clinique universitaire. Donc, celui-là a fait un petit peu plus de débat là, dans les tables rondes. On a certaines personnes qui comprenaient moins bien, puis moi encore, je ne comprends pas parfaitement là, comment on peut classer des activités ici à l'intérieur. J'ai listé quelques exemples concrets de ce que j'ai pu observer jusqu'à maintenant qui peut se classer dans cette catégorie-là. Ça pourrait être, entre autres, un endroit où il y aurait des projets de recherche qui se déroulent en même temps que les stages des étudiants. Donc, l'étudiant baignerait dans un milieu où ils peuvent observer sans nécessairement influencer, mais quand même voir et baigner dans cette recherche. Ça peut être un milieu aussi où les étudiants doivent, dans leur stage, puis c'est dans les plans de cours, faire un minimum de X pourcentage de participation à des formations sur la recherche, à des formations techniques avec des équipements ou même participer à des activités de recherche. On a certains projets aussi qui sont réalisés présentement sur les stagiaires. Donc, on veut voir, entre autres, comment ils réagissent face à la pandémie, au changement des mesures de prévention, de protection. Donc, ce n'est pas vraiment les patients qu'on étudie, c'est les stagiaires eux-mêmes. Puis, on en a d'autres qui utilisent le fait d'avoir une infrastructure de soins cliniques dans l'université pour tester des nouveaux services ou des nouvelles façons d'offrir des soins, voir quelle est leur efficacité avant ensuite de s'en aller l'amener dans un autre organisme de soins. Donc, c'est quelques exemples, mais probablement qu'on va ajouter puis modifier certains aspects de cet axe-là parce que ça ne semble pas encore très clair. Un exemple de défi qu'on a en lien avec la gestion des données dans cette axe-là, c'est un peu l'output de ce genre d'activité-là. Est-ce qu'on a une vraie donnée scientifique qu'on peut ensuite utiliser pour une publication? Donc, comme ce n'est pas vraiment une activité, si un stagiaire participe, observe, on ne va pas collecter des données vraiment. Donc, on peut se demander un peu quel est l'impact sur le rayonnement, en fait, de la recherche dans une clinique, de se concentrer sur ce genre d'activité-là. Je peux passer à la dernière. Évidemment, la base de données qui est peut-être celle qui est la plus appropriée pour la thématique là, de la présentation d'aujourd'hui. Donc, on a plusieurs cliniques qui ont une base de données officielle et qui fonctionne. On en a d'autres qui sont en train de se questionner, est-ce qu'on met en place une base de données? Puis, ils sont suivis par les comités d'éthique à la recherche locaux pour les aider à y arriver. Donc, ici, je vous présente dans le fond la base de données elle-même, comment est-ce qu'elle peut être utilisée à des fins de recherche. Bien, il faut, à quelque part dans la trajectoire de soins, que le patient nous donne son accord pour qu'on puisse anonymiser ses résultats et les mettre dans la base de données. Là, on a un premier enjeu qui est sorti dans les discussions. Quand est-ce qu'on demande au patient de nous donner son accord? Est-ce que c'est au début des soins, comme une sorte de formulaire d'admission? Est-ce que c'est après les soins, quand la personne quitte? On en a différents groupes qui ont choisi l'un et l'autre. Un des aspects qui était intéressant dans les discussions, c'est que si, par exemple, la personne donne son accord avant les soins, est-ce qu'il y a un risque que ça influence le suivi? Disons qu'il y a une équipe sur place qui veut vraiment collecter une donnée en particulier. Est-ce que ça va influencer la manière de prendre en charge cliniquement le patient? Ensuite, donc, il y a toutes sortes de données qui sont prises dans le quotidien de la vie du stage et des soins cliniques. Puis, les données qui sont les plus pertinentes ou qui sont sélectionnées par l'équipe vont s'en aller dans la base de données. Donc, ici, le même enjeu que j'ai parlé plus tôt sur la qualité des données peut se poser. Est-ce qu'il y a un suivi qui est fait avec chaque stagiaire, une formation qui est offerte pour s'assurer qu'il collecte les données de la bonne façon, que c'est les bons outils pour mesurer ce qui nous intéresse? Est-ce qu'il peut y avoir une perte de données si un stagiaire oublie dans son stage, s'il n'y a pas le temps? On parlait plus tôt, là, Martin nous mentionnait justement le défi de cette balance clinique et recherche. Bien, dans les cliniques universitaires, c'est encore plus frappant parce qu'on a des professeurs réguliers cliniciens à certaines cliniques. C'est eux qui donnent les stages. Puis dans leurs caractéristiques d'emploi, ils doivent faire beaucoup d'enseignements.
Certains endroits, ça va jusqu'à 18 crédits année. Mais parce que c'est des professeurs réguliers quand même, cliniciens, il faut qu'ils fassent de la recherche. Donc, ils ont de la difficulté à savoir comment rentrer ça dans leur quotidien. Ça arrive comme une surcharge supplémentaire pour eux. Puis, souvent, c'est des personnes, c'est des profils qui sont moins chercheurs, qui n'ont peut-être pas un doctorat, donc qui sont moins à l'aise avec les façons de faire en recherche, puis les enjeux ou les défis qui s'en viennent en cours de chemin. Donc, ici, plusieurs enjeux très intéressants à soulever avec la gestion d'une base de données. Tu peux poursuivre, Martin. Donc, ici, j'ai listé là, les principaux. Là, je ne passerai pas au travers avec vous aujourd'hui, mais comme vous avez pu voir, il y a quand même certains enjeux sur le plan administratif. Là, entre autres, il y a des cliniques qu'on leur fait une pression financière pour qu'ils puissent amener des revenus à l'université. Puis il y a certains de mes collègues qui se demandent pourquoi est-ce qu'une clinique universitaire doit absolument faire des profits alors qu'on ne demande pas vraiment aux chercheurs d'amener des sous, ils ne sont pas obligés. Donc, est-ce que y a-t-il un souci dans la manière de gérer les cliniques d'un point de vue trop fermé sur l'administration sans penser aux bénéfices qui peuvent survenir par la recherche? Les heures d'ouverture aussi peuvent complexifier l'accès à nos infrastructures de recherche. L'aspect de formation, au profil d'emploi, là, je reviens avec le clinicien-chercheur ou professeur régulier clinicien qui n'ont peut-être pas l'intérêt ou la formation requise pour gérer les projets de recherche au quotidien dans les cliniques. Il y a plusieurs des collègues qui se demandaient comment on fait une base de données, comment est-ce qu'on monte ce projet-là, ce dossier-là. Donc, un manque aussi d'informations sur les étapes, comment faire. Puis, finalement, le dernier enjeu important, c'est sur la balance entre la qualité des soins et la qualité scientifique. Donc, si on force, disons, un protocole de recherche d'intervention, est-ce qu'on vient brimer l'autonomie professionnelle des gens qui sont sur place puis l'accès à des soins de qualité pour les patients qui rentrent puis qui sont obligés de passer dans cette trajectoire-là? Donc, il y a ça aussi à se questionner. La surcharge qui peut être amenée en utilisant des longs tests ou des équipements spécialisés. On perd peut-être du temps ou de l'efficience clinique. Donc, il y a toutes sortes de questionnements ici qui sont très intéressants, puis on pourra aller plus loin dans la période de discussion si vous le souhaitez. On a identifié plusieurs opportunités ou pistes de solutions. Peut-être, puis si je parle à mes collègues Martin et Cathy, comité de direction du réseau, je vais vous amener une couple d'affaires à notre prochaine réunion. Entre autres, de développer des opportunités de financement qui visent à briser les barrières recherche-enseignement dans les cliniques universitaires, entre autres. Offrir des workshops, des activités de formation sur la gestion des bases de données, favoriser les échanges comme on fait aujourd'hui, puis amener des groupes de travail pour vraiment aider à améliorer les soins et en même temps la capacité à faire une recherche qui est de qualité dans les cliniques, puis de faire respecter donc la mission universitaire première aussi en lien avec la recherche. Donc voilà pour moi. J'espère que j'ai pas trop parlé. Juste assez, juste assez. Merci Louis-David. Je vais céder la parole à Cathy maintenant, qui va nous faire une courte présentation sur les biobanques et les tissus humains. Oui, merci beaucoup pour l'invitation et de pouvoir aussi montrer ce que peut apporter aussi le RISUC dans l'ensemble ou dans l'écosystème des universités du Québec. Vous allez voir, j'ai beaucoup plus de questions que de réponses. Donc, comment surmonter les nombreux défis associés à une gestion de biobanque et de banque de données que ça crée par la suite lorsqu'on n'est pas en milieu hospitalier. Donc, ça amène certains défis. Prochaine diapo. Oui. Donc, je pense qu'un des majeurs défis qu'on a en étant puis c'est à quoi le RISUC, les membres du RISUC se butent souvent, c'est comment avoir accès aux données et aux échantillons biologiques qui sont récoltés en fait dans les milieux hospitaliers. Les dossiers médicaux sont dans les milieux hospitaliers. Donc, comment avoir accès? Comment obtenir des approbations éthiques aussi? Je vais donner des exemples. Je travaille avec les tissus ou les échantillons de naissance, donc placenta, sang fœtal, sang maternel, etc. Donc, c'est sûr que pour avoir accès à ces échantillons-là, je dois passer par un milieu hospitalier. Donc, je dois obtenir l'éthique du milieu hospitalier et je dois obtenir l'éthique de mon établissement parce que ça ne se parle pas. Donc, et par la suite, je dois obtenir aussi
une approbation de transfert de données de l'établissement hospitalier, un transfert de données. Donc, ça devient très, très, très difficile et souvent, les attentes de chacun de ces comités-là ne sont pas les mêmes. Donc, il y a vraiment une réalité là, de problématique de créer des biobanques dans un milieu hospitalier versus non hospitalier. Et il y a une autre problématique aussi, celle via les cliniques privées, par exemple les cliniques de fertilisation, les cliniques privées versus milieu universitaire, parce qu'on travaille aussi avec eux. Donc, c'est une autre dimension. Qui est-ce qui gère les données dans ces cas-là? Parce que les approbations éthiques se font dans le milieu universitaire, mais les données demeurent dans la clinique privée. Donc, c'est vraiment des problématiques auxquelles on se bute, qui souvent retardent les recherches ou fait qu'on ne développera pas les biobanques dans nos établissements. L'autre problématique, qui est en fait souvent la façon détournée qu'on prend de travailler avec ces échantillons-là, les biobanques, donc c'est de faire des analyses secondaires. Donc, on n'a jamais accès aux données. Donc, la gestion de données se fait dans les hôpitaux, mais on peut utiliser les échantillons des biobanques pour faire des analyses secondaires et en utilisant les données dénominisées des différents dossiers médicaux. Alors, à ce moment-là, on se demande tout le temps à qui appartiennent les données médicales en bout de ligne, parce qu'ils sont hébergés quand même dans nos ordinateurs, dans nos fichiers, etc. Donc, à qui appartiennent ces données-là? À qui appartiennent les données biologiques versus les données médicales? Donc, c'est souvent la façon qu'on prend de faire des analyses secondaires. Ça nous permet d'avoir les biobanques chez nous sans avoir de problématiques, mais toute la communication de la gestion des données devient difficile. Donc, c'est le même principe. Lorsque les biobanques sont multisites, par exemple, si j'ai une biobanque qui est chez moi, à l'INRS, en partie à Sainte-Justine et en partie à Sherbrooke, puis en partie... donc, à qui appartient vraiment cette biobanque-là? L'autre problématique qu'il peut y avoir, la biobanque est complètement à l'INRS, mais c'est des échantillons qui viennent de différents hôpitaux. Les dossiers médicaux demeurent dans ces hôpitaux-là. Donc, à qui appartient en bout de ligne la biobanque versus la banque de données? Donc, qui gère quoi dans tout ça? Hein? Qui gère donc ces différents niveaux de gestion? Et je dirais qu'il y a souvent des glitches rendus là parce qu'il y a un moment donné où la gestion se fait de façon moins serrée d'un établissement à un autre. Donc, ce que je rêverais, c'est comment on fait la gestion des échantillons biologiques. Puis là, on dit gestion d'échantillons biologiques, mais ça devient une gestion de banque de données aussi, hein, parce que c'est des analyses qu'on fait là-dessus. Et ce que disait Martin tantôt, souvent les analyses qu'on fait, par exemple, j'analyse une quantité de gènes. Lorsque je publie, je dois la mettre, les données doivent être publiées aussi. Donc, ça devient accessible à tous, mais qui va gérer ça en bout de ligne? Donc, je me demande tout le temps, et moi je m'adresse à Marie-Claude beaucoup, est-ce qu'il existe des guides, un guide de gestion de la collecte, le traitement de l'entreposage, la manipulation des échantillons jusqu'à leur destruction aussi? Nous, dans le laboratoire, on ne les détruit pas. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Est-ce qu'il existe des guides communs et est-ce qu'on ne devrait pas, dans le cadre du RÉSUC et dans le cadre du développement de cette structure-là, trouver une façon d'avoir une gestion de données, une gestion d'échantillons de biobanques qui s'arrime avec celle des centres hospitaliers. Donc, on n'est pas à refaire la roue là, à chaque fois et qu'il y ait une communication comme il se fait entre les centres hospitaliers via Nagano ou via d'autres types de sites pour évaluer tout ça, est-ce qu'il ne pourrait pas y exister là, cette possibilité-là? Vous voyez, j'avais vraiment plus de questions que de réponses. Hein? Je pense que c'était la dernière. Merci Cathy, oui, c'était la dernière, puis j'allais dire exactement la même chose. On vous avait promis beaucoup de questions, peu de réponses, eh bien, voilà, c'est fait. Je dirais par contre que Raphaël a presque proposé son aide sur l'établissement de processus pour le partage et la gestion des données. Donc, le RÉSUC pourra envoyer un petit email à Raphaël Pro de l'UQTR pour savoir comment et par où on commence. C'est maintenant au tour de Marie-Claude Lehoux du CIUS MCQ. J'attends que la petite animation se termine.
Donc, Marie-Claude est responsable des processus, de la convenance et de bien d'autres choses concernant la gestion des données cliniques qui sont potentiellement utilisées en recherche au CIUS-MCQ. Elle pourra préciser son rôle exact, mais elle va certainement nous informer sur tous les méandres, pour ne pas dire les dédales des processus de la recherche clinique au sein des CIUS. Marie-Claude, à toi la parole. Oui, bonjour. Merci Martin. Merci au ISUC pour cette présentation-là. Je vais essayer de simplifier le tout. À noter aussi que je suis seulement le messager. Je ne suis pas celle qui met les règles en place. Je peux prendre note des commentaires, mais voilà, je participe à la rédaction des documents encadrants, mais encore là, c'est toujours des choses qui existent. Il n'y a rien de ça qui vient de mon cru personnel. Alors voilà, donc si on commence, comment déposer un projet de recherche au CIUS-MCQ? Au CIUS-MCQ ou dans d'autres centres universitaires en recherche, je vous dirais que la marche à suivre est sensiblement la même, petite exception près. Donc, quelle est la première marche à suivre? Donc, nous avons la plateforme Nagano depuis bientôt 1 an déjà, c'est ça, 1 an. Pour déposer tous vos projets de recherche, il faut déposer ça sur la plateforme Nagano. Donc, cmcq.nagano. Sauf que pour l'atteindre, ça vous prend un mot de passe, un numéro d'identification. Donc, la première marche à suivre, c'est de envoyer un courriel au guichet unique de la recherche du CIUS-MCQ, qui la personne, Frédéric Drolet de Montigny, elle va pouvoir vous attribuer un nom d'utilisateur et un mot de passe en attendant que vous créez le vôtre, finalement. Donc ensuite, vous avez tous les formulaires Nagano que vous devez remplir. Je ne veux pas rentrer l'explication ici. C'est assez simple. Quand ça fait 2 ou 3 qu'on remplit, ça va bien. Le premier, c'est un petit peu plus ardu, mais on a créé un guide justement pour les chercheurs, donc qui est accessible via notre plateforme Internet. Donc, chaque projet de recherche doit avoir une attestation de scientificité. Je vous dirais que tout dépendant de la personne qui dépose, il y a des petites différences. Donc, est-ce que c'est un étudiant à la maîtrise ou au doctorat? Ou est-ce que c'est un chercheur universitaire? Donc, il va y avoir certaines différences. On accepte pour les étudiants que ce soit les comités de thèse, les comités de maîtrise. On peut accepter aussi, pour les chercheurs, on accepte un chercheur de la même université et d'une université externe. Actuellement, on n'offre pas le comité scientifique, mais advenant des projets plus ardus, on peut en créer un ad hoc. Et je vous dirais que pour faciliter le processus, vous êtes toujours mieux de faire appel à 1 ou 2 personnes qui ont un PhD ou un médecin aussi. Donc ensuite, quand vous avez fait votre évaluation scientifique, ça prend l'évaluation éthique, mais l'évaluation éthique d'un comité qui est reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, le comité d'éthique seul de l'université, ça ne fonctionne pas. On exige celui du CIUS-MCQ ou celui d'un autre établissement si jamais votre projet, c'est un projet qui se fait dans plusieurs établissements de santé. Ensuite, c'est l'évaluation de la convenance institutionnelle. Donc, ça, c'est moi au bout de la ligne. Je vous dirais, moi, pour tout ce qui est projet médical et clinique. S'il s'agit de projets plus psychosocial, DITSA, centre jeunesse, à ce moment-là, c'est d'autres agents de planification, programmation, recherche qui vont faire l'évaluation de la convenance institutionnelle. Qu'est-ce que la convenance institutionnelle? En fait, nous, on s'assure que tous les documents sont présents. Puis ensuite, on va s'assurer auprès des directions cliniques que vous ciblez chacun dans vos projets de recherche qui sont d'accord, eux, à recevoir le projet de recherche. Si ça prend des ressources ou si ça prend d'autres choses ou si, au minimum, ils ont la clientèle. C'est déjà arrivé qu'un chercheur dit « Oui, mais ils ne veulent pas que je dépose chez vous. » Ouais, mais ils n'ont pas la clientèle. Oui, mais ils ne veulent pas que je dépose chez vous. Donc, elle a vraiment accès pour vraiment déposer chez nous. Et finalement, elle n'a pas eu d'usager à recruter parce qu'on n'avait pas la clientèle. Donc, des fois, quand on vous dit non, c'est pour plusieurs raisons. Puis, je vous dirais que dans 90% des cas, les projets de recherche sont acceptés, même 90-95%.
Alors, voilà. Puis ensuite, quelquefois aussi, si applicable, on fait des ententes inter-établissements. Quand je pense à des projets de recherche avec des médecins et des chercheurs qui demandent à recruter des patients, qui demandent à accéder à des dossiers patients. À ce moment-là, on remplit des ententes juste pour s'assurer que tout le monde est correct. Puis, c'est ça. Mais si vous voulez seulement passer des questionnaires à des employés du CIUS-MCQ ou des questionnaires ou des entrevues aux patients, à ce moment-là, il n'y a pas d'entente qui vont être remplies, là. Puis ensuite, finalement, à bout de ligne, ça finit sur le bureau de la personne mandatée, qui est la directrice de l'enseignement universitaire, de la recherche et de l'innovation, qui prend le temps de lire chaque lettre et qui va poser sa signature. Et à ce moment-là, vous allez recevoir un courriel du guichet unique de la recherche qui vous autorise enfin à commencer votre projet de recherche. Alors voilà, merci. Ensuite, la réglementation, comme je vous disais, je suis le messager et non celle qui implante ces règles-là, mais je m'assure, je lis chaque projet de recherche, chacun des protocoles en entier et je m'assure que ces informations-là sont à l'intérieur. Donc, pour les projets cliniques et médicaux, si vous désirez avoir accès aux patients, à leur dossier, idéalement, ça prend un chercheur. Si vous êtes extérieur finalement au CIUS-MCQ, ça vous prend un répondant local. Donc, ça prend un médecin, ça prend un pharmacien ou un dentiste. On reviendra plus tard tantôt si vous n'avez pas cette connexion-là avec quelqu'un à l'interne, comment on fonctionne. Ensuite, pour les dossiers du patient, les données cliniques incluses au dossier du patient ne peuvent être recueillies que par les personnes autorisées. Ce n'est pas n'importe qui. Les médecins même sont vérifiés, les infirmières sont vérifiées. Finalement, ils n'ont pas le droit d'accéder à des dossiers qui ne concernent pas leurs patients. Donc, ça prend des autorisations, donc on n'envoie pas n'importe qui. Les archives peuvent y aller, les infirmiers, les médecins. Ensuite, collecte de données auprès d'un individu dans le dossier médical. Ça prend l'autorisation écrite du patient ou bien ça prend l'obtention du consentement de la direction des services professionnels. Puis pour ce faire-là, ça veut dire que dans votre protocole, ça prend vraiment quelles données vous voulez aller chercher explicitement, de quelle date à quelle date vous voulez ces données-là. Puis comment vous allez les détruire et quelle est votre grille d'extraction. Donc, plus c'est précis, plus c'est facile pour la DSP d'autoriser vos demandes. Identification des données cliniques, c'est ce que je viens de dire. Donc, les données cliniques nécessaires à l'atteinte de l'objet du projet doivent être précisément identifiées au protocole de recherche. Qui va aller chercher les données? C'est quoi les données que vous allez chercher explicitement? Il faut vraiment être précis. Puis tout est en lien avec la protection des renseignements personnels, donc doit décrire les mesures pour s'acquitter de leur obligation en matière de confidentialité, fournir au CER des précisions quant aux mesures de protection prévues, puis préciser la façon dont il se départira de ces informations-là. Voilà. Donc, on a plusieurs outils. Moi, je suis en place depuis 2 ans. Depuis 2 ans, on me demande souvent des outils qui vont faciliter la vie aux médecins qui désirent faire des projets de recherche, aux chercheurs qui souhaitent déposer des projets de recherche. Donc, vous avez le cadre réglementaire des activités de recherche qui explicite l'évaluation, la triple évaluation. Donc, scientifique, qu'est-ce qu'on accepte? Éthique, et convenance institutionnelle. Vous l'avez abrégé aussi si vous n'avez pas le temps de lire au complet le cher document. Ensuite, il y a la politique toujours relative à l'intégrité, à la conduite responsable en recherche et les modes opératoires normalisés qui sont plus spécifiques aux essais cliniques pharmaceutiques. Pour la plateforme Nagano, vous avez un schéma que vous pouvez retrouver sur le site Internet qui explicite vraiment toute la démarche au complet, puis qui marque aussi en parenthèse le délai environ que ça peut prendre pour chacune de ces étapes-là. Puis ensuite, pour déposer les projets sur Nagano, on a fait un guide d'accompagnement assez simple pour vos premières fois, mais ça va bien à partir du moment qu'on a fait un dépôt. Puis les sites Internet pour trouver ces documents-là sont juste à votre droite. Donc, enseignement et recherche, guichet unique de la recherche ou
enseignement et recherche médicale et clinique. On a une page Facebook aussi, de laquelle on essaie de partager un peu qu'est-ce qui se passe dans notre secteur, certaines publications ou dernièrement les webinaires en lien avec notre programmation scientifique. Alors voilà, des petits exemples. Je me suis amusée parce que c'est souvent des questions qu'on reçoit au guichet unique de la recherche. Donc, puis je pense que Cathy aussi voulait des réponses à certaines de ces questions-là. Donc, pour toi, Cathy, est-ce qu'un chercheur peut aller explorer les informations qui se trouvent dans un dossier du patient pour ensuite choisir ce qu'il souhaite extraire dans le cadre de son projet de recherche? Eh bien, malheureusement, non, parce qu'il n'y a pas les accès. Mais je vous dirais qu'il y a des façons de détourner un peu finalement. Si vous avez une collaboration avec un médecin qui, lui, peut aussi demander aux archives d'aller voir quel genre d'informations vous pourriez extraire de ces dossiers-là finalement. Donc, il faut passer par quelqu'un de la boîte. Mais vous-même, vous n'avez pas le droit d'aller voir qu'est-ce qui se trouve là pour après préparer votre projet de recherche. Il faut que ça soit fait avant. Alors voilà, je ne connais pas de médecin. Est-ce que je peux réaliser seul le projet de recherche en ayant tout de même accès aux patients du CIUS MCQ? Avec qui est-ce que je peux contacter? Comme je vous disais tantôt, ça dépend toujours de la nature de votre projet de recherche. S'il s'agit de recruter des employés, recruter des usagers, mais pour passer des questionnaires ou des entrevues ou quelque chose comme ça, non, vous n'avez pas besoin d'un médecin. Mais si vous souhaitez avoir des patients qui ont une certaine maladie, pathologie, que vous souhaitez aussi accéder à leur dossier, à ce moment-là, ça vous prend un médecin qui a, lui, les privilèges de recherche clinique, qui va lui donner le droit, lui, d'aller explorer les dossiers et d'en extraire l'information. Donc, puis comment vous faites si, mettons, vous n'avez pas ce contact-là à l'interne? Encore une fois, je vous réfère à la hotline, qui est le guichet unique de la recherche, qui, lui, pourra essayer de faire les liens avec moi et le chef des services pour qu'on essaie ensemble de trouver un clinicien qui serait intéressé à participer à collaborer finalement à votre projet de recherche. Puis, idéalement, je vous dirais de le planifier avant d'écrire votre protocole. Je pense que les cliniciens ne veulent pas seulement participer au recrutement. Des fois, oui, mais des fois, je pense qu'ils apprécieraient aussi être là tout au long du processus. Alors voilà, dans le cadre de mon projet de recherche, je souhaite obtenir des données cliniques accessibles via le service des archives du CIUS MCQ. Quelle est la marche à suivre pour obtenir ces données? Encore une fois, oui, ça vous prend encore un clinicien qui est à l'interne, qui, lui, pourra faire la demande au service des archives. Moi aussi, quand je fais mes convenances institutionnelles et que je vois que la personne désire obtenir ce genre d'informations-là à partir des archives, moi, je communique avec les archives pour voir si c'est quelque chose qui est possible de faire. Eux extraient l'information et vous le mettent toujours en anonyme, fait qu'il n'y a aucun renseignement personnel de patient qui se trouve dans ces extractions-là. Puis ensuite, suivant l'approbation de mon projet de recherche, quelle méthode je peux employer pour recruter des patients qui répondent à mes critères d'inclusion? Donc, souvent, je vois des protocoles de recherche qui sont at large, on va le dire comme ça, qu'il n'y a pas vraiment de précision quant au recrutement, ce qui rend la convenance beaucoup plus difficile de mon côté parce que moi, je me trouve à communiquer avec chaque direction clinique. Donc, quelles sont les méthodes qui sont acceptables? C'est sûr qu'on peut y aller dans les essais cliniques pharmaceutiques aussi. Souvent, ce qui se produit, c'est que le médecin qui voit qu'un patient répond aux critères d'inclusion fait seulement mentionner « Ah, il y a un projet de recherche, est-ce que vous acceptiez que le chercheur communique avec vous? » Alors oui et non, mais le médecin, c'est important que lui n'obtienne pas le consentement, que lui ne recrute pas. Sinon, il y a toujours des méthodes d'affichage ou il y a les courriels aussi, si la personne est encore là accepte. Différentes méthodes comme ça, là, si vous voulez, je pourrais partager davantage, mais informez-vous avant au guichet unique de la recherche, souvent pour savoir si votre méthode est valable avec les ressources humaines qui sont concernées. Alors voilà, j'espère avoir répondu à certaines questions.